Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Emmanuel, j'ai l'honneur de président de l'association Tour Éloquence. Alors Tour Éloquence, c'est une association étudiante qui met à l'honneur le débat, l'art oratoire et la culture française plus généralement. Et donc, deux membres de l'association, Hélène Herbeau et Zakaria Arabe, vont animer un débat qui traite du rapport irréel contre le rapport plus réel. Hélène va défendre le virtuel, et Zakaria défendra la position, on va dire, l'échange plus réel, plus humain, plus direct. Donc ils vont faire preuve de toute leur éloquence pour animer ce débat. J'espère que vous passerez un très bon moment. Bon débat à vous. Monsieur, tout ce que je vais vous exposer ici repose sur une expression. Contrairement à ce que vous pourriez penser, je ne vais pas vous dire qu'il faut bannir de nos vies tout rapport sociaux direct. Non, je n'irai pas jusqu'à cette extrémité, car les rapports humains sont d'une telle complexité qu'ils méritent une analyse plus qu'une simple réponse démagogique. Simplement, monsieur, il faut admettre, et encore plus de nos jours, que les rapports sociaux virtuels ne sont absolument pas négligeables. Entendez par là que les rapports sociaux virtuels précèdent et pérennisent les rapports sociaux directs. Tenez, monsieur, que voyez-vous ici? Exactement, il s'agit d'une carte de France. Bien, maintenant, imaginons, tenez par exemple, que nous nous rencontrions ici, à Paris. Paris, ça vous va? C'est une très belle ville. Nous sommes tous deux liés d'un lien amical ou passionnel. Je laisse à vos désirs le choix de la relation hypothétique. Simplement, monsieur, voyez-vous, vous vivez à Lyon. Lyon se situe ici, sur la carte de France. Et moi-même, j'habite à Lille, qui se situe ici. 663, monsieur, 663 kilomètres très exactement nous séparent. C'est ainsi que les réseaux sociaux vont entrer en jeu et vont permettre à la relation que nous venons de créer de se poursuivre. Les rapports virtuels viendront contrer les 663 kilomètres qui font office de barrière entre vous et moi. Bien sûr que le besoin d'entretenir un rapport réel se fera sentir, et vous me répondrez alors que nous disposions de moyens de locomotion très efficaces nous permettant de recouper nos chemins. Bien sûr, sur ce sujet-là, vous avez raison. Certes, mais en rétorquant cela, vous oubliez de prendre en compte un facteur qui n'est pas des moindres, les obligations. Effectivement, vous êtes étudiant ou salarié, de même que je le suis sûrement. Ces obligations qui nous retiennent chacun dans nos villes respectives empêchent, compliquent un rapport social réel. Vous pouvez appliquer ce raisonnement à l'échelle d'un ou de plusieurs continents, de même que vous pourriez l'appliquer à l'échelle mondiale. Le constat resterait le même. Les réseaux sociaux nous permettent de garder un lien, de continuer à le tisser et de ne jamais se perdre de vue. Effectivement, cela pourrait demander un peu plus d'efforts, certes. Monsieur, lorsque je vous dis que les rapports sociaux virtuels peuvent précéder les rapports sociaux réels, pensez notamment par exemple au réseau LinkedIn. Lorsque vous vous inscrivez sur ce réseau, vous n'y connaissez personne. À tel point que vous pourriez même vous questionner quant à son utilité. Mais tôt ou tard, vous allez être contacté par une personne intéressée par les qualités qui sont les vôtres et que vous avez exposées sur votre profil. Vous allez tisser un réseau, d'abord virtuel, certes, qui débouchera sur un rapport social réel, direct, puisque vous allez être amené à rencontrer la personne que vous avez rencontrée via un entretien d'embauche ou au sein d'un milieu professionnel. Autrement dit, grâce au rapport virtuel dématérialisé, vous allez pouvoir vous créer une vie sociale, professionnelle ou personnelle qui sera réelle. Sans ce réseau, vous n'auriez sans doute jamais trouvé ce superbe employeur vous offrant l'emploi dont vous rêviez, parce qu'en réalité, vous n'auriez peut-être pas frappé à la bonne porte au bon moment. Je ne veux nullement essayer de vous faire croire que j'accorde une place trop importante au rapport virtuel. Ce que j'essaie de vous enseigner, c'est que les rapports sociaux ne sont pas négligeables pour la vie humaine.
Nous ne pouvons pas bannir les rapports sociaux directs, puisque l'homme est un animal social. Mais c'est justement parce qu'il est un animal social qu'il a besoin, en plus de ces rapports réels, d'entretenir des rapports virtuels. À ce propos, les rapports sociaux virtuels nous ont quand même sortis d'une crise sociale que nous avons traversée du 17 mars au 11 mai 2020, suite au confinement, où chacun était chez soi. Ainsi, il était possible de voir ses amis et de discuter avec eux, par un cran interposé, certes, mais en entendant le son de leur voix, en voyant leurs expressions, tout comme au bon vieux temps. De même, monsieur, il était possible de tweeter régulièrement afin de faire part à la communauté de son état de santé mentale. Beaucoup de choses sont devenues possibles avec les réseaux sociaux dans cette période où tout nous semblait impossible. Dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, le développement des rapports virtuels et l'adaptation dont nos citoyens ont su faire preuve a permis à tous de continuer une vie personnelle et professionnelle notamment. Les rapports virtuels ne peuvent être dénigrés parce qu'ils ont pris une place considérable dans nos vies et à juste titre. Ils ont pris une si grande place que je suis prête à parier, monsieur, que non loin de vous se situe votre smartphone, que vous allez vous empresser de saisir une fois cette discussion finie, afin de converser à vos amis réels et de leur faire part de cet entretien enrichissant. Vous vous souvenez, monsieur, en guise d'introduction, je vous ai indiqué que mon raisonnement se résumait en une phrase, une expression. Loin des yeux, loin du cœur. Les rapports virtuels vous permettront de ne plus jamais être éloignés des gens que vous chérissez pour des causes qui sont indépendantes de votre volonté. Vous avez rappelé dans votre introduction une phrase avec laquelle je comptais introduire. Oui, l'être humain est un animal social. Et cette phrase, par Aristote, fut prononcée à une époque où les rapports virtuels n'existaient pas. Preuve, juste là s'il en est, que ce sont des rapports futiles. En effet, alors oui, les rapports virtuels permettent de faciliter l'échange, permettent de discuter en tout temps et en tout lieu, mais ils omettent également que l'être humain a parfois besoin d'être isolé. Être en vrai, c'est avoir une présence physique avec quelqu'un, c'est avoir des rencontres, développer un lien charnel avec l'individu. C'est permettre également de faire exprimer ses idées, de faire exprimer ses relations, ses intentions, ses sentiments avec le silence. Et le silence, madame, il est d'or. Les rencontres réelles, en vrai, permettent de rappeler l'essence même des relations, des débats, des discussions. C'est à la fois de la confrontation, c'est à la fois de la nuance, toutes ces choses qui n'existent pas en virtuel, quand bien même je serais lyonnais et vous, lilloise ou que sais-je encore. Autrefois, nous discutions avec des correspondances, avec des lettres, des cartes que nous nous envoyions. Cela n'a pas fondamentalement changé avec le virtuel, c'est vrai, cela s'est décuplé, mais cela a fait oublier à l'être humain une valeur essentielle, l'attente, le désir. Bannir les relations virtuelles, c'est recréer ce lien entre l'homme et son propre désir de rencontrer soit l'être aimé, soit l'être détesté, mais l'être pour qui il éprouve des sentiments. Vous avez déclaré que les rapports virtuels permettent de pérenniser des relations. Eh bien, allez dire cela à Aristote qui, il y a 3000 ans de cela, nous disait que l'être humain était un animal social et avec lequel il pouvait nouer nombreuses relations. Il y a 3000 ans, les smartphones n'existaient pas. Il y a 3000 ans, les ordinateurs, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et il y a 3000 ans, l'être humain pensait bien plus qu'aujourd'hui, où ces réseaux ont créé une réaction d'immédiateté, un sentiment d'immédiateté dont il faut s'empresser d'assouvir les besoins. Cette attente
ce désir, fut théorisé par Nietzsche. Lorsque Nietzsche écrivait « Ainsi parlait Zarathustra », il demandait à l'être humain de s'isoler, de monter dans la montagne en quête de vérité, en quête de savoir, d'être un ermite pour se développer une véritable conscience intellectuelle, une véritable conscience sur lui-même, qu'ensuite il partagerait aux gens qu'il côtoierait en vrai. C'est là où les rapports virtuels défaussent la quête véritable de l'homme. Ils la défaussent tellement qu'aujourd'hui, nous ne savons plus réagir et nous interpeller les uns avec les autres. Lorsque nous discutons sur les réseaux sociaux, comme Twitter par exemple, cela va plus pour insulter, va plus pour se polariser, va plus pour empêcher toute forme de débat, parce que, à travers un écran, il est plus facile de cacher ses véritables idées qu'en vrai. Nous oublions la nuance et nous édulcorons ou nous approfondissons une personnalité qui n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas nous-mêmes sur les réseaux sociaux, nous ne sommes une parodie de nous. Nous sommes une contrefaçon de nos véritables idées, de notre véritable personnalité que nous n'exprimons que par des moyens bifurqués et sans véritable sentiment. Vous avez pris l'exemple de LinkedIn, moi je vous prendrai l'exemple de Tinder. À travers ce réseau social qui n'est qu'un marché finalement des relations humaines, voire même du sexe, nous faisons d'abord des rencontres en vrai. Nous discutons de choses vaines, de choses finalement pas si intéressantes que cela, les goûts, les couleurs, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu regardes à la télé. Mais au fond, quelle est l'attente? Qu'est-ce que l'on cultive lorsque l'on discute avec une personne sur Tinder? La rencontre réelle, celle où nous allons enfin pouvoir partager les sentiments que nous éprouvons, celle où nous allons pouvoir enfin assouvir le désir que la personne que nous avons swipé à droite et qui nous a swipé à droite nous anime en nous. Les relations virtuelles, c'est oublier cette flamme au fond de nous, ce désir, cette attente, cette envie de partager ce que l'on a lorsque l'on va rencontrer la personne en vrai, de faire ressentir par la voix, par des émotions, ce que nous avons vécu. Chose qui n'est possible qu'à travers des petites figures jaunes, les emojis, qui finalement empêchent de ressentir pleinement par la voix et de partager véritablement ce sentiment. Vous avez pris l'exemple du 17 mars au 11 mai. Vous avez oublié que la seule chose qu'attendaient les gens du 17 mars au 11 mai, c'est de se rencontrer enfin en vrai, de se retrouver sur une terrasse autour d'un verre et de boire et de partager ce que nous avons vécu pendant ces 3 mois éprouvants. Si je devais terminer, je dirais que vous préférez le palliatif, là où un état de vie sain est finalement toujours préférable. Monsieur, vous parlez d'Aristote et vous me dites qu'Aristote, à une époque où les smartphones et où les réseaux sociaux n'existaient pas, ça je vous l'accorde, avait déjà dit que l'homme était un animal social. Certes, mais permettez-moi de vous rappeler qu'à l'époque d'Aristote, par exemple, le Covid-19 n'existait pas. Le ou la Covid-19, comme vous le souhaitez, n'existait pas. Par conséquent, les réseaux sociaux, quand bien même auraient-ils existé à l'époque d'Aristote, peut-être n'auraient-ils pas eu la même ampleur qu'aujourd'hui. Sur le Covid toujours, vous me dites effectivement que les gens confinés, la population confinée, la seule chose qu'elle attendait avec impatience, c'était de se retrouver. Oui, certes, comme vous et moi. Le propre de l'homme n'est-il pas non plus de désirer ce qu'il n'a pas? Comprenez que peut-être lors du confinement, vous avez sans doute eu l'envie irrépressible de voir quelqu'un qu'à l'époque où vous aviez toute votre liberté, vous ne pensiez même pas voir cette personne. Tinder, monsieur, oui, Tinder, bien sûr, Tinder, je veux dire par là que vous et moi, quand on télécharge Tinder, on sait très bien à quoi s'attendre sur Tinder. Et Tinder, rien ne vous oblige à télécharger Tinder. Enfin, je voudrais juste rajouter quelque chose, monsieur, quelque chose qui m'est cher.
Pour vous, les réseaux sociaux, c'est un lieu où on s'insulte. Certes, il y a eu des débordements qui sont non négligeables, et c'est d'ailleurs à ce titre qu'une réglementation juridique s'applique désormais. Simplement, pensez au hashtag balance ton porc. Combien de femmes salies, monsieur, combien de femmes salies par le côté malin de l'être humain ont pu, sur les réseaux sociaux, se libérer? Combien ont pu enfin prendre la parole et dire oui, moi, on a atteint à ma liberté, on a touché à ce que j'avais de plus cher, on a touché à mon intimité sans mon consentement. Combien de femmes, monsieur, ont publié sur Twitter avec le hashtag balance ton porc des agressions dont elles avaient été victimes alors qu'elles n'osaient pas, par honte, monsieur, parce que la réalité c'est ça, par honte, de franchir les portes du commissariat. Alors les réseaux sociaux ont leurs défauts, mais comme l'être humain, monsieur. Ensuite, vous dénigrez les réseaux sociaux, certes, mais encore une fois, monsieur, je vous ai dit que je n'étais pas là pour bannir les rapports réels de notre vie. Mais si nous bannissons les rapports virtuels, monsieur, comment faisons-nous? Nous retournons à l'époque des signaux de fumée? Nous retournons à l'époque où tout le monde doit avoir un pigeonnier chez soi parce que, le pigeon voyageur, c'est sympa. Comment fait-on, monsieur? Comment faites-vous pour dialoguer avec votre grand-mère qui habite à 400 km? Allez-vous vous déplacer tous les week-ends à 400 km, voir votre tante, votre grande sœur, qui vous voulez? Comment faites-vous, monsieur? Ensuite, vous me dites le désir, l'attente, c'est plus possible avec les réseaux sociaux. C'est faux, monsieur, parce que la réalité, c'est qu'effectivement, le rapport virtuel ne remplacera jamais le rapport réel, et à aucun moment je n'ai tenu de tels propos. L'attente sera toujours possible, quand bien même vous dialoguerez sans arrêt par SMS avec une copine, un copain, peu importe. Vous aurez toujours ce besoin de le voir. Simplement, les réseaux sociaux viendront vous apporter une consolation que vous n'auriez pas sans eux. Et puis, enfin, pour terminer, je dirais que non, le rapport social n'empêche pas de s'isoler. Il y a un moment où c'est aussi une question de volonté. Ce n'est pas parce que vous recevez un SMS, un match Tinder ou que sais-je encore, que vous devez y répondre. Il y a des moments, monsieur, où effectivement, nous avons envie de nous isoler et nous poser notre téléphone dans un coin, on entend que ça sonne, on sait que ça sonne, on sait qu'on nous appelle et que quelqu'un, loin ou pas, veut rentrer en communication avec nous. Mais nous, on n'a pas envie. Et cela reste votre droit. Votre téléphone portable, monsieur, ne vous empêche pas de vous isoler. Si vous ne vous isolez pas, c'est parce que vous, monsieur, vous n'en avez pas envie. Alors, à l'époque d'Aristote, oui, la Covid-19 n'existait pas. Mais je doute que vivre avec la peste, le choléra, et puis plus tardivement la peste noire, et pour terminer la grippe espagnole, ce soit plus agréable. Non, les réseaux sociaux sont un merveillable lieu où on peut enfin exprimer le fait qu'une plainte n'ait pas pu être enregistrée par un officier de police qui n'a pas voulu appliquer les réglementations qui sont en vigueur contre lui. Donc, on fait quoi? On lance à la vindicte populaire des noms de personnes, des noms de lieux, sans forcément de preuves. Vous qui me parlez de réglementation juridique, je suis surpris de voir que la présomption d'innocence n'est pas une valeur que vous ayez à cœur. Sur l'instantanéité et le refus de l'attente. Vous dites que c'est faux, moi je viendrai avec des études de psychologues qui estiment et qui prouvent surtout la réalité, que non, les réseaux sociaux ont créé un sentiment d'instantanéité chez l'individu. On refuse l'attente, on ne souhaite plus attendre. Cela se traduit par les réseaux sociaux, mais également par d'autres choses très éparses et qui ne concernent pas le sujet du débat. Mais aujourd'hui, le fait est que nous n'avons plus une culture de l'attente. Nous refusons de devoir patienter. Nous refusons de devoir nous languir d'un objet, de désirer. Tout doit être fait tout de suite. Lorsqu'une pensée nous vient en tête, on se doit de la partager sur les réseaux sociaux.
Lorsque quelque chose nous fait envie, on doit crier haut et cœur dans des stories, dans des tweets ou que sais-je encore, que nous désirons cet objet. On sait non seulement nous n'avons plus d'intimité, mais en plus de cela, nous n'avons plus d'attente. C'est d'ailleurs pourquoi désormais, on n'attend plus le facteur nous emmener des belles lettres bien écrites, des belles correspondances qui feront ensuite l'histoire lorsqu'elles seront publiées à titre posthume, comme celle de George Sand par exemple. Nous faisons des conversations, messageries, par lesquelles nous avons des discussions vaines, très courtes, des messages très courts, ou alors des pavés ou des vocaux, que sais-je encore. Les moyens sont tellement épars, mais rien qui cultive la fibre littéraire que tout homme et tout être humain possède. C'est d'ailleurs là où vous me faites doucement sourire avec les pigeonniers, puisque oui, à l'époque, il y avait certes des moyens plus archaïques pour échanger avec quelqu'un qui habitait à l'autre bout du pays, mais quand on regarde la pléthore d'œuvres littéraires que cela nous a offert, je ne peux que me languir à l'idée de remettre cela au goût du jour, quitte à paraître réactionnaire. Sur la dépendance, alors à titre personnel, je n'ai aucun mal à m'isoler. Toutefois, nombreux sont les psychiatres et psychologues à alerter des risques que nous avons avec cette profusion d'objets connectés avec lesquels nous vivons aujourd'hui. Oui, il y a un problème de dépendance. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs si nombreux sont les secteurs qui tentent de faire permettre aux gens, vous m'excuserez le jeu de mots, de décrocher de leur téléphone. Les gens sont devenus accros, soit aux écrans, soit aux objets connectés, soit aux réseaux sociaux. Ça existe, ça a même un nom, la nomophobie, la peur d'être séparé de son smartphone. Et cette peur est une vérité. On alerte aujourd'hui dessus. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons créé le droit de déconnexion, pour dire aux gens, voilà, vous pouvez vous retirer. Car si d'un côté, ces nouveaux moyens de communication permettent aux patrons d'imposer des normes de travail très strictes, très dures, très difficiles, qui empêchent aux gens de voir leur famille, ou même de voir des gens tout court, d'avoir du contact réel, c'est surtout également une prison face à laquelle il est très difficile de s'en défaire. Car la facilité qu'offrent ces interactions sociales nouvelles, la facilité que nous avons pour discuter, la facilité que nous avons pour interagir avec autrui, et du coup, cette dépendance du fait que nous soyons des animaux sociaux se traduit par parfois le refus du contact réel alors que nous en avons la possibilité. Combien de fois nous sommes-nous baladés, madame, sur des terrasses où nous voyons des gens assis, table face à l'autre, et les deux sont sur leur téléphone portable et ne discutent pas. Ce sont des cas beaucoup trop nombreux contre lesquels vous n'êtes pas contre, mais moi je veux me faire le chantre de la lutte. Alors madame, peut-être qu'aujourd'hui c'est plus confortable, mais je vous pose cette interrogation, tout progrès est-il bon à prendre ? Je vais tout d'abord rebondir, monsieur, sur la justice. Vous me dites que j'ai oublié la présomption d'innocence. Alors là, nous voilà bien. La présomption d'innocence, monsieur, consiste à dire que toute personne contre qui des poursuites sont faites ne peut pas être qualifiée de coupable tant qu'il n'est pas passé devant un juge. Il est évident, monsieur, que tous les hashtags du type « balance ton porc »,« balance ton maire »,« balance ton ce que tu veux », effectivement, il y a eu des débordements. Des débordements, on en a vu d'autres types. Mais ça n'empêche, monsieur, que le balance ton porc n'a pas transformé la justice en justice populaire. Ce n'est pas le peuple, monsieur, qui rend la justice sur les réseaux sociaux. Croyez bien, monsieur, que nos tribunaux sont assez compétents pour rendre la justice au sein même de leurs locaux et n'ont pas besoin de vous et moi pour le faire. Simplement, monsieur, les hashtags « balance ton porc »,« balance ton maire » et on pourrait en citer tant d'autres, tellement il y en a eu, permet de lancer la machine judiciaire. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est que cela dénonce aussi, monsieur, des faits de société. Si on a d'abord vu « balance ton maire », puis « balance ton porc », puis « balance ton maire », puis pour en citer tant d'autres, c'est parce que, monsieur, il y a des choses à dénoncer dans cette société. Alors dénonçons-les. Je ne dis pas qu'il faut remettre au peuple
le pouvoir de juger. Non, bien sûr, nous avons des gens qui suivent des études afin d'être magistrats et avoir la capacité, les compétences de juger, et laissons-leur faire leur travail. Mais la réalité, c'est que la machine judiciaire ne se lance pas seule. Et si elle a besoin d'un coup de pouce pour se lancer, soit. Vous dites, monsieur, que dès qu'une idée nous vient, une idée, une pensée, une illumination, on se doit de la partager. Non, monsieur, on ne se le doit pas, on le peut. Et entre devoir et pouvoir, monsieur, une grande différence s'installe et permettez-moi de vous le rappeler. C'est simplement possible, vous en avez le choix si vous le voulez. Comme vous avez le choix, monsieur, d'avoir des réseaux sociaux. Vous n'en voulez pas, mais ne téléchargez pas ces applications. Je veux dire, n'ayez même pas de téléphone portable, n'ayez pas d'ordinateur. Retournez à l'époque des pigeonniers, si cela vous plaît. Mais monsieur, vous ne pouvez pas empêcher des personnes d'aimer, partager avec 900 abonnés ou followers, ce que vous voulez encore, leur vie, leurs pensées. Vous êtes peut-être pudique, d'autres pas. Encore une fois, monsieur, c'est non seulement une question de volonté, mais c'est aussi une question d'éducation. À charge à chaque parent d'expliquer à son enfant, lorsqu'il lui offre son premier smartphone et que cet enfant est joie, qu'il s'exclame d'avoir le dernier téléphone qui a tant de particularités superbes, de lui expliquer que ça, c'est bien, mais c'est pas la vie. À charge aux parents d'éduquer leurs enfants. Tout n'est que question de volonté et d'éducation. Si vous êtes libre, monsieur, vous avez le choix de télécharger des applications ou pas, vous avez le choix d'avoir un téléphone ou non, vous avez le choix de répondre ou non. À partir du moment où vous êtes lié, monsieur, c'est que vous n'êtes pas libre. Enfin, effectivement, il y a des situations qui sont dramatiques. Et les situations où nous voyons des gens au bar ensemble, tous les deux scotchés sur leur téléphone et complètement absorbés par ce qui se passe derrière l'écran, au lieu d'être absorbés par ce qu'il se passe autour d'eux, effectivement, ce sont des situations dramatiques. Mais ne peut-on pas y voir là de l'ennui ? Personnellement, monsieur, le moment où vous allez me parler, que vous allez m'ennuyer, un des premiers réflexes que je vais faire, c'est prendre mon téléphone et puis le regarder. Vous êtes dans le métro, dans le tramway, vous vous ennuyez parce que le temps est long, vous prenez votre téléphone, vous regardez les informations, vous répondez à votre grand-mère, votre tante, bref. Alors peut-être qu'ils s'ennuient parce que peut-être que le rapport réel ne leur apporte pas la satisfaction totale dont ils auraient besoin là tout de suite maintenant. Soit ça, soit effectivement, monsieur, les parents n'ont pas éduqué au décrochage. C'est malheureux, certes, mais c'est de l'éducation. Pour répondre sur ce dernier point et l'éjecter tout de suite, non, ce n'est pas de l'ennui, c'est de l'impolitesse. Peut-être que oui, les parents ont mal éduqué, mais dans ce cas-ci, lorsque je suis avec quelqu'un en vrai, la moindre des politesses, c'est de lui parler directement à lui et de ne pas mettre une interface, un écran, entre lui et moi, et donc une distance. Sur ces fameux hashtags qui permettent, par miracle, de pallier toutes les incapacités de la justice, je pense que du coup le problème est ailleurs. Dire que ce fut un merveilleux moment de libération lorsque celle qui a initié Balance ton quoi a été condamnée par la suite pour diffamation, c'est tout de même assez ironique, il faut le reconnaître. Surtout quand des personnalités comme Johnny Depp ou Kevin Spacey ont fait les frais d'une vindicte populaire qui leur ont tué une carrière avant même qu'ils ne soient condamnés. Les réseaux sociaux, dans un premier temps, ne peuvent être des palliatifs aux incuries de la justice. Si le problème est la justice, alors il faut régler les problèmes de justice, et non pas régler les problèmes sur les réseaux sociaux en mettant à la vindicte populaire des gens, des individus qui, tant qu'ils ne sont pas condamnés coupables, ne le sont pas considérés comme tels. D'autant que l'histoire très récente nous démontre le contraire de ce que vous affirmiez. En effet, nous n'avons pas besoin des réseaux sociaux pour tirer la sonnette d'alarme sur des situations. Lorsque Vanessa Springora a écrit Le Consentement ou que Camille Kouchner a révélé l'affaire Duhamel, ce sont dans des livres,
pas sur les réseaux sociaux. Il est encore possible de passer par des moyens déjà plus stimulants, et puis ensuite, sans les réseaux sociaux, pour tirer des sonnettes d'alarme, pour alerter sur les risques que peuvent causer certains individus, certains comportements, et sur des personnes, des comportements qu'ils ont subis et qui sont tout à fait condamnables. Lorsque dernièrement, le député Bruno Questel a voulu témoigner de ce qu'il a pu vivre dans sa jeunesse, il l'a fait directement et pas sur les réseaux sociaux. Je vais faire une corrélation, peut-être très hasardeuse, mais une corrélation tout de même. Depuis la démocratisation d'Internet, le score PISA est en chute libre. Les années coïncident. Autrefois, nous étions en hausse, mais depuis qu'Internet est apparu dans nos vies, ce score chute. Cet indice, qui permet de regarder les capacités des jeunes personnes en français et en maths, est très révélateur finalement du chemin que nous prenons avec ces relations où nous n'en tirons rien de personnel. Lorsque je rencontre quelqu'un de manière tout à fait fortuite dans la vraie vie, lorsque je discute avec des gens, j'apprends, je reçois des enseignements, je découvre. Ce n'est absolument pas le cas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je regarde quelqu'un qui ne pense pas comme moi, je n'ai pas cherché à savoir, je vais rester sur mes positions, rester dans mon fameux safe space et ne pas chercher à découvrir, à apprendre, à tirer des enseignements. Vous nous dites que c'est aux parents d'éduquer leurs enfants sur le fait que sur Internet, tout n'est pas magique, il y a des comportements à ne pas adopter. Vous oubliez le facteur pression sociale. Quand toute une classe fait une chose sur les réseaux sociaux, alors l'élève qui, lui, par contre, a un enseignement de la part de ses parents qui lui refusent ce genre de choses, trouvera toujours les moyens de contourner les avertissements de ses parents et de suivre ce mouvement de pression sociale. Non, madame, nous ne sommes pas libres. L'être humain n'est pas un être libre. L'être humain est un être conditionné par les relations sociales qu'il tient, par la façon dont est la société. Croire une liberté, c'est tout simplement vivre en utopie. Si je reprends dans l'ordre, on va revenir tout d'abord sur la partie des hashtags. Et j'en terminerai d'ailleurs par là. Il y a une différence, monsieur, une grande différence entre la dénonciation et la dénonciation calomnieuse. Alors, effectivement, tous ceux qui ont fait les frais sans réelle raison, c'est malheureux pour eux et la justice leur réparera leur préjudice. C'est le rôle de la justice. Ensuite, dénoncer dans un livre, bien sûr, monsieur, nous pouvons dénoncer aussi des choses dans des livres, mais cela n'empêche pas la dénonciation calomnieuse. Et puis, monsieur, les réseaux sociaux rapprochent par rapport aux livres. Quand vous recevez un message du compte officiel Twitter d'une personnalité, ça a quand même sur votre vie un impact tout autre qu'acheter son livre. Et puis, ne pas chercher à s'informer davantage par rapport à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, monsieur, j'ai envie de vous dire, ça c'est un problème personnel. Les réseaux sociaux, certes, à l'école, prennent une place importante, peut-être même trop. Et ça, je vous rejoins et vous l'accorde. Simplement, il faudrait faire rentrer dans l'enseignement le numérique. Et par numérique, j'entends pas apprendre aux enfants à utiliser Excel. J'entends par là apprendre aux enfants la réalité du réseau social. Parce que dans les faits, monsieur, les réseaux sociaux ont une réalité. Ils ne sont pas effectivement tout roses, tout beaux comme on pourrait le penser. Et les enfants bien trop jeunes qui arrivent sur les réseaux sociaux ne sont pas prêts à cette réalité-là. Et c'est une réalité à laquelle il faut les enseigner. Parce que la réalité, là encore, monsieur, c'est que les réseaux sociaux prendront toujours et encore plus d'ampleur dans nos vies. Vous avez raison. Il y a une différence entre la dénonciation et la dénonciation calomnieuse. Seulement, au moment où le tweet est posté et que les gens le réalisent, comment souhaitez-vous
faire la part des choses au moment où aucune instruction judiciaire n'est lancée. Comment voulez-vous déterminer si cette dénonciation est calomnieuse ou pas? Ce n'est pas possible sans enquête judiciaire. Et quand on voit le nombre d'affaires qui ont éclaté ou qui auraient pu éclater avec Balance ton quoi et qui n'ont jamais ensuite eu de suite judiciaire, cela laisse beaucoup à penser sur la véracité, parfois. Alors je n'irai pas dire que ce qui fut rapporté était faux. En revanche, je saurais dire que les réactions que ces tweets ou que ces messages ont suscitées étaient de la justice populaire, étaient de la vindicte populaire. J'ai donné 2 exemples précédemment, mais la personne qui a obtenu gain de cause face à l'initiatrice de Balance ton porc a eu ensuite une carrière légèrement ruinée. Johnny Depp aujourd'hui, qui a également fait les fruits de cette campagne dont on ne sait pas trop pour l'instant, mais dont on sait du moins que les 2 étaient en tort, il n'y en a qu'un seul des 2 qui porte les stigmates de cela. Kevin Spacey également. On ne le voit plus nulle part, alors que pourtant il a été reconnu que les accusations dont il faisait l'objet étaient fausses. Pourquoi? Parce que les gens se sont pris par sentiment des tweets qu'ils ont pu lire, et cela a conduit à les évincer, à leur annuler une carrière. C'est la fameuse cancel culture, si chère aux réseaux sociaux, cette fameuse culture de l'annulation où tout individu qui se voit dénoncé par une personne peut se voir ensuite retiré de partout suite à la pression populaire de quelques-uns. Alors oui, les réseaux sociaux prendront plus de place dans nos vies, mais si c'est cette place-là qu'ils doivent occuper, alors ils ont plus un caractère dangereux que bonifiant. Caractère dangereux qui est déjà enseigné à l'école, dans les cours d'éducation morale et civique, qui est enseigné, mais justement, si on a les regards que vous faites face à cela, c'est tout simplement parce que ces enseignements, les enfants n'en tiennent pas compte. Ils s'en fichent de cela, parce qu'ils s'amusent à regarder leurs copains faire les saltimbanques sur TikTok. Ils s'empressent d'ensuite pour dire plein de choses qu'ils ne pensent pas sous la dernière photo, dans les commentaires sur Instagram d'un ami. Non seulement c'est une culture que les réseaux sociaux portent où on annule les gens, mais en plus c'est une culture de l'hypocrisie. J'en suis ravi. J'ai peur pour le monde de demain. Si c'est cela, oui, je souscris tout de suite au pigeonnier où au moins nous aurons des belles choses à lire, des belles choses à voir, des belles choses à découvrir, plutôt que de se croire connaître déjà l'histoire du monde, son entièreté, ses problèmes et ses méandres, en étant simplement derrière un smartphone de 6,1 pouces, à lire des gens raconter une vie si peu intéressante, sur laquelle on fantasme alors qu'il n'y en a aucune raison, puisqu'on oublie sa propre mortalité, son propre bonheur en allant sur les réseaux sociaux. Cette culture du désir qu'inculquent ces rapports virtuels n'est pas celle qui est décrite comme désir sain par 3 siècles et 3 millénaires plutôt de penseurs.